Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 10 octobre, il est l'heure de l'info. En Haute-Marne, près de 200 exploitations sont touchées par la fièvre catarrhale. Cette maladie impacte les ovins, mais aussi les bovins. On fait le point à Chaumont avec les éleveurs. Depuis 3 ans, le lycée Blaise Pascal de Saint-Dizier participe à la fête de la science, un dispositif national qui met en avant cette matière parfois très savante. Comme chaque jeudi, on fait le plein d'idées de sortie. Manon vous les propose à la fin de ce journal et nous irons à Châteauvillain pour découvrir une exposition photo. Nicolas Lacroix, président du conseil départemental, s'est rendu au laboratoire d'analyse de Chaumont pour faire le point sur la crise sanitaire liée à la fièvre catarrhale ovine avec des dizaines d'éleveurs. Aujourd'hui, près de 200 exploitations sont touchées avec environ 180 nouveaux foyers qui sont apparus sur le département ces derniers mois. Face à une épidémie qui continue de se propager, cette visite a pour but de renforcer la mobilisation du département auprès des exploitants. Célia Richard était sur place. C'est la grande préoccupation des éleveurs. Depuis août 2024, la fièvre catarrhale ovine s'est développée en Haute-Marne et impacte les exploitations des éleveurs haut-marnais. 2 mois et demi après le premier cas, plus de 180 nouveaux foyers sont apparus. Ce mercredi 9 octobre, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a rencontré certains éleveurs du département afin de faire le point sur la situation. Aujourd'hui, c'est à peu près 200 élevages qui sont touchés avec une maladie qui continue à évoluer malheureusement. Et donc, on est très inquiet bien sûr parce que ça peut mettre en péril un certain nombre d'élevages. Ça va remettre en question un certain nombre d'installations. Le pic n'est pas atteint. On espérait effectivement avec le climat que le pic soit atteint. Des chiffres, en tout cas des analyses qui arrivent ici au laboratoire départemental d'analyse, on voit que le pic n'est pas atteint, donc voilà, on va voir comment les choses évoluent dans les prochaines semaines. Cette fièvre se transmet par les moucherons et impacte les ovins, les bovins et les caprins. 3 des 27 sérotypes de la FCO sont présents en France, le 8 depuis 2015, le 4 depuis 2017 et le 3 depuis 2023. Parmi les exploitations touchées, celle du lycée agricole Edgar Pisani de Chamarande-Chouagne. Dans cet élevage, la crise se matérialise de façon asymptomatique sur les moutons, ce qui n'est pas le cas sur les vaches. Afin de contrer au mieux la situation sanitaire, le lycée a mis en place des mesures de prévention pendant l'été. Alors, grâce aux informations de collègues éleveurs en Belgique, on a réagi plus tôt, alors, notamment sur la minéralisation plus intensive, ciblée, alors en ovins, en bovins aussi, et puis la désinsectisation en particulier des ovins très tôt, donc fin juillet déjà, et puis avec l'appui du vétérinaire de la coopérative locale. Aidés par l'État, les éleveurs ont pu faire vacciner gratuitement leurs animaux afin d'atténuer les effets de la fièvre catarrhale. Ce sont 11,7 millions de doses de vaccins qui ont été distribuées dans les régions les plus touchées de France. On est quand même, je pense, le seul pays d'Europe où l'État a pris en charge les vaccins. Donc tardivement à notre goût d'éleveur, peut-être qu'on aurait dû nous aussi collectivement se manifester plus tôt. On savait que c'était très compliqué dans les pays du nord de l'Europe. Cependant, tous les pays du nord de l'Europe, nos collègues éleveurs ont payé les vaccins. Ce n'est pas le cas pour nous. Nos vétérinaires ont été plus ou moins réactifs pour s'inscrire dans la liste d'attente. Premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, la crise affecte particulièrement les exploitations et les éleveurs. Une perte trop importante d'animaux dans les troupeaux provoquerait une baisse de reproduction, de production de viande et de lait, et un vieillissement du troupeau. L'économie des éleveurs et des entreprises serait alors fortement impactée. Selon les Ardennes, le département aurait perdu 13 millions d'euros à cause de la crise sanitaire. La science, c'est une matière que vous avez peut-être rapidement oubliée à la sortie de vos études, parfois trop compliquée ou trop savante pour vous. Eh bien, une fête nationale lui est dédiée pour la rendre plus accessible. Ce mercredi, une trentaine d'élèves volontaires des premières et des terminales du lycée Blaise Pascal de Saint-Dizier ont organisé des expériences pour les expliquer à des jeunes élèves bragards. Un reportage de Théophile Aubrio et de Nicolas Fontaine. Préparez-vous, 3, 2, 1. Oh. Ce matin au lycée Blaise Pascal, ce n'est pour une fois pas un professeur qui fait cours. En fait, ça va consister à mélanger 2 produits qui sont le permanganate de potassium et de l'eau oxygénée. Pendant toute la semaine, des élèves volontaires de première et terminale vont présenter des expériences à une centaine d'enfants des collèges et écoles voisines. Le thème, Océan de savoir. J'ai vu
un arc-en-ciel, mais formé avec du sucre et du colorant et de l'eau. J'ai appris à former rouge, après jaune, après vert, après bleu. Déjà, par exemple, ça nous apprend pour un truc tout bête, mais en fin d'année, on a le grand oral. Et du coup, ça nous permet déjà un peu de nous entraîner à exposer nos idées, à exposer quelque chose qu'on maîtrise. Ça nous apprend aussi du coup à maîtriser notre sujet. Et puis, du coup, on a quand même des réactions chez les enfants qui sont vraiment rigolotes. Quand on les voit s'émerveiller, qui font waouh, c'est beau. Et puis nous, du coup, on est contents. On a réussi notre mission. Dans le lycée, les professeurs organisent cette fête de la science depuis 3 ans. L'occasion de démocratiser cette matière, parfois qualifiée de difficile. La science, c'est quelque chose qui peut parfois faire peur à certains élèves. Donc dès le plus jeune âge, ils peuvent avoir des expériences. Donc c'est vraiment intéressant de voir que finalement, c'est des choses de la vie de tous les jours qu'on arrive à expliquer scientifiquement. Ça peut donner des vocations à certains enfants. Cette année, de nombreuses expériences étaient en lien avec le thème des océans, une façon aussi de sensibiliser à la biodiversité et à la nature. D'autres animations scientifiques autour du thème de l'eau sont à prévoir. Le Centre socio-culturel de Saint-Dizier organise des ateliers jusqu'au 14 octobre. Tout de suite, que faire ce week-end ? Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors pour ne rien manquer des événements du territoire, tu nous proposes une petite sélection de sorties pour ce week-end. Oui, tout à fait. On commence très fort avec la 32e édition du meeting international de natation de Saint-Dizier. De nombreux pays seront représentés et s'affrontera lors de plusieurs courses. Florent Manodou, nageur olympique, sera présent dans la cité Bragarde, de quoi faire rêver les jeunes nageurs du COSD Natation. Les places sont en vente à l'hôtel François 1er et sur place au sein du centre aquatique de la Presqu'île. Alors si on n'a pas trop envie de mouiller le maillot, mais qu'on veut rester à Saint-Dizier, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, il y a les 3 scènes avec 2 représentations, à commencer par les Notes qui s'aiment au théâtre de Saint-Dizier. Ce seul en scène porté par André Manoukian raconte l'histoire de la musique. Le lendemain, c'est un ballet qui est proposé au Fuseau de Saint-Dizier, interprété par certains des plus remarquables talents du ballet de l'Opéra de Paris. Secret du ballet entremêle les plus beaux moments du répertoire avec des explications et illustrations dansées. Découvrez le teaser. On part du côté de Châteauvillain, Manon, puisque tu nous proposes de découvrir une exposition photo qui mêle actualité et en même temps voyage. Oui, tout à fait. Pour le reportage de cette semaine, je vous propose de partir au Centre d'art photographique Reza. Ce lieu met à l'honneur le travail du photoreporter iranien Reza et offre aux visiteurs un voyage au cœur des conflits mondiaux. Un reportage signé Célia Richard. Un regard sur le monde à travers son objectif. Plus de 2 millions de clichés à son actif et 110 pays parcourus, le photoreporter Reza est mis à l'honneur dans ce centre d'art de Châteauvillain, en Haute-Marne. Né en Iran, il est poussé vers le photoreportage lors de la révolution islamique de 1979. En 1981, il est condamné à mort par le régime des Mollahs pour ses photos et s'exile en France pour continuer à couvrir les conflits du monde entier. Après une rencontre dans l'Aube avec Pierre Bongiovanni, le responsable artistique de la maison Laurentine, Reza et sa femme Rachel décident d'ouvrir ce centre en Haute-Marne. C'est un acte militant dans une région qu'on croit enclavée, qui est la Haute-Marne, mais qui n'est pas finalement tant que ça. C'est donc une porte ouverte sur des mondes et sur une partie de l'histoire de notre humanité. 3 expositions retracent le travail de Reza. L'Odyssée contemporaine et l'exposition permanente du centre. C'est le cheminement qu'il a eu depuis 50 ans dans différents pays, dans différentes histoires, différents conflits, différentes rencontres qu'il a faites, comme le commandant Massoud par exemple en Afghanistan. Cette salle-là est dédiée à son parcours de photoreporter et de témoin. L'exposition temporaire à contre-guerre se compose de 35 clichés de moments de vie entre paix et guerre. Ça signifie que nous vivons parfois dans nos vies des moments un peu instables où nous ne savons pas très bien si nous sommes à la fin d'une guerre et au début d'une paix ou à la fin d'une paix et au début d'une guerre. La dernière exposition est extraite d'un travail humanitaire
réalisé au Rwanda par Reza et Rachel. En 1994, un massacre entre les Tutsis et les Hutus se produit et donne lieu à la déportation de plus d'1 million de personnes vers la République démocratique du Congo. Pendant cet exode massif, un certain nombre d'enfants ont été perdus. 27 000 ont été identifiés après dans les camps par l'UNICEF et la Croix-Rouge comme étant des enfants non accompagnés, c'est-à-dire sans adultes référents. La Croix-Rouge internationale et UNICEF a lancé une initiative de reconnaissance par la photographie. Et on s'est dit qu'il fallait faire en sorte que cette initiative soit menée jusqu'au bout. Ont été installés dans 4 camps différents des immenses galeries photographiques de 19 000 portraits d'enfants perdus. Et l'UNICEF et la Croix-Rouge invitaient tout adulte à venir dans ces camps pour essayer d'identifier par le portrait un des enfants perdus. À 72 ans, Reza sillonne toujours le monde à la recherche de témoignages. Le photoreporter veut être les yeux de ceux qui n'ont pas de voix. C'est un lieu à découvrir seul ou en famille. Oui, et justement, pour un autre lieu à faire en famille, une autre activité, il y a la Scintillante. Cette course et marche solidaire propose des parcours allant de 3 à 7 km. Les bénéfices iront au profit de l'association des opérés du cancer du sein. Les inscriptions sur place sont encore possibles le 12 octobre. Et si on souhaite plutôt un week-end un peu détente, j'ai envie de dire ? Eh bien, pour de la détente, allons du côté du festival Rire en bar. Durant 3 jours, 2 pièces de théâtre seront à retrouver à la Barroise. L'humoriste Laurie Perret sera également de la partie. Organisé par la société Cœur de Scène Productions, ce festival aura lieu sur 3 jours, du 11 au 13 octobre. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. Là, on a de quoi faire. Et puis, on te retrouve jeudi prochain pour d'autres idées. Bien sûr, à jeudi. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.